Depuis Kiev, il suit le déplacement présidentiel. Bonjour à vous, Paul. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Emmanuel Macron est en train de discuter avec Volodymyr Zelensky et ses homologues européens. Exactement, vous venez de le dire. Nous, on est arrivé donc ce matin et on a attendu le président de la République à Irpin. Vous savez, Irpin, c'est juste à côté de Boutcha, tristement célèbre pour ses massacres. Il y avait, on vous l'a raconté en direct sur LCI, vraiment une très très lourde ambiance, puisqu'on se souvient que le 28 mars, il y avait eu 301 civils tués et 49 militaires qui étaient décédés. Donc il y avait une espèce de petite exposition de photos des décombres. Et donc il y a eu une ambiance vraiment très très lourde. Beaucoup d'hommes armés, mais dans le silence. Et puis à la fin, le président a donné ses premiers mots à LCI. Je lui ai demandé notamment ce qu'il pensait. Vous savez, on a beaucoup parlé que le fait que Volodymyr Zelensky a reproché au président Emmanuel Macron d'avoir considéré qu'il ne fallait pas humilier Vladimir Poutine. Et donc Emmanuel Macron a surtout répondu: il faut que l'Ukraine puisse résister et l'emporter face à l'armée russe. La France est aux côtés de l'Ukraine depuis le premier jour, nous a-t-il répondu. Nous sommes aux côtés des Ukrainiens sans ambiguïté. Après quoi, il est donc allé d'Irpin à Kiev, ici où je me trouve, devant le palais qui est juste à côté de moi, mais qu'on ne va pas filmer, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc le président de la République a serré la main à Volodymyr Zelensky. Et donc là, ils sont actuellement en train de discuter entre eux. Et puis ensuite, il y aura un entretien avec Mario Draghi, le président du Conseil des ministres de la République italienne, et évidemment Olaf Scholz, le chancelier de la République fédérale d'Allemagne, avec qui, vous le savez, ils ont pris le train ensemble cette nuit. Juste une petite anecdote pour vous dire à quel point c'est tendu ici. Notre collègue Anne Siefsen, qu'on adore, a pris une photo du palais, le palais qui s'appelle le palais Mariinsky, excusez-moi. Eh bien, une policière est venue vérifier dans son téléphone, lui demander d'effacer la photo, et a même vérifié dans les éléments supprimés qu'elle était bien effacée. Pourquoi? Eh bien, pour des raisons de sécurité. Ils ont évidemment très très peur d'une attaque russe et que nous soyons potentiellement des espions. Donc l'ambiance ici est lourde. On va revenir sur cette ambiance, Paul, mais revenons sur une autre ambiance. Ce matin, vous avez partagé ces moments très solennels, ces moments parfois de silence avec les 4 chefs d'État et de gouvernement. Avec les images que vous nous avez fournies, on a vu qu'ils se sont arrêtés, qu'ils ont vu aussi d'autres images. Est-ce que vous avez eu le sentiment que de l'image justement à la réalité, ces scènes dans une ville martyre, une ville symbole, ça a marqué ceux qui se sont déplacés enfin pour la première fois en Ukraine? Alors très sincèrement, on a tous vu les images de télévision. On était déjà venu, moi j'étais déjà venu à Lviv, mais j'étais jamais venu à Kiev. Donc c'est vrai que ce qui marque ici quand on arrive, c'est qu'à la fois la vie paraît quasiment normale autour de nous. Par exemple, vous voyez dans le train de nuit qu'on a pris, c'était une vie normale. La seule chose qui rappelait la guerre, c'était qu'il y avait du scotch sur les fenêtres des vitres en cas d'explosion pour pas qu'il y ait des éclats partout. Donc ici la vie est normale. Vous voyez autour de nous, les gens se baladent, personne ne porte de gilet pare-balles. Donc la vie quelque part est normale ici. Et en même temps, vous l'avez dit ce matin, c'était très particulier parce qu'il y avait vraiment un silence de plomb, un grand silence, un recueillement. Tous les bâtiments étaient explosés sur la route. Un pont avait été détruit pour éviter que l'armée russe attaque l'Ukraine. L'armée ukrainienne avait détruit un pont, on est passé devant, on l'a vu. Et en même temps, je vous le dis très sincèrement, il y a aussi, je dirais pas une mise en scène, mais il y a une très forte volonté de communication. Ils avaient laissé une voiture exploser en plein milieu pour faire de belles images. Donc il y a aussi une volonté clairement d'envoyer, je dirais pas une carte postale, mais d'envoyer une image, d'envoyer l'image du président Macron qui finit, on a beaucoup dit qu'il mettait du temps à venir, qui finit par venir. Et donc là, il a fallu venir à Irpin pour aller aussi dans les décombres et envoyer cette image terrible de décombres. Donc à la fois évidemment de la communication politique, mais aussi vraiment très sincèrement une lourdeur et le silence sincèrement de la mort qu'on a vu. On a senti qu'effectivement il y a 304 civils qui ont perdu la vie à Irpin, là où on est allé. Voilà, pendant que vous parlez, Paul Larouturou, on voit à côté de vous cette première image qui nous parvient de cette rencontre entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, qui est arrivé, on le rappelle, en Ukraine ce matin. Paul, vous disiez à Kiev, la vie est quasiment normale, sauf que quand même, là où vous vous trouvez, et donc pas loin de ce lieu de rencontre, il y a un char. Hein, vous êtes à quelques millimètres d'un char. Il y a un char, char, les stigmates de la guerre. Il y a un char, on ne va pas filmer, mais évidemment qui sont présentes. À côté de nous, il y a des checkpoints, dans toute la ville, il y a des sacs de sable dans toute la ville. Donc la ville n'est pas normale. Mais vous voyez là, par exemple, il y a un petit chien qui se balade. Je vais demander à Xavier Boucher de nous montrer. Il y a un petit chien, des enfants qui se baladent, des gens qui font leurs courses. Enfin, la vie qui continue. L'été, à 2 pas, il y a un parc d'enfants. Donc c'est vraiment une ambiance très particulière avec à la fois effectivement des chars qui sont là et en même temps vraiment la vie qui continue. Paul, dernière petite question. Elle a son importance. Vous nous disiez tout à l'heure que on ne peut pas tout filmer, on ne peut pas tout montrer. Et puis, il y a eu ce léger différé entre l'arrivée des chefs d'État au palais présidentiel, la rencontre. Il nous est dit par nos équipes dont vous faites partie sur le terrain que même la conférence de presse sera peut-être diffusée en différé.
c'est une sécurité maximale, c'est une volonté. Tout à l'heure, on se posait la question du pourquoi toutes ces précautions. Pour des raisons évidentes de sécurité, c'est-à-dire soit de ce que me disait le responsable de la sécurité, soit ils ne veulent pas dire à quel endroit, à quel instant T où est Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, si jamais il y a, je sais pas, des bombardements, ou s'il y a un infiltré lors de la conférence de presse et s'il se fait assassiner par on ne sait pas qui, ils ne veulent pas diffuser l'image en direct. Donc c'est vraiment pour des raisons de sécurité. On est vraiment avec un président ukrainien qui est en guerre et qui craint tous les jours pour sa vie. Et c'est la raison pour laquelle les images que vous avez vues sur LCI sont en très léger différé, mais nous on vous raconte tout en direct. Merci beaucoup Paul et heureusement que vous êtes là. Et Xavier Boucher est également, il vous accompagne derrière la caméra. Boucher, merci Vincent Crouzet. Très intéressant ce que nous dit Paul Larrouturou sur effectivement l'interdiction de prendre en photo les éléments, les bâtiments officiels, notamment celui où se rencontrent en ce moment les chefs d'État et de gouvernement européens et Volodymyr Zelensky. Vous hochiez la tête lorsqu'il racontait cette anecdote, d'un air de dire c'est évident, il ne faut pas prendre de photos. Parfois, la sécurité prend le pas sur la communication. Bon, en ce qui concerne l'Ukraine, le SBU ukrainien qui est en charge de la protection des hautes personnalités extrêmement aguerries et éprouvées à ce genre de visite. Néanmoins, là, on a deux chefs d'État et deux chefs de gouvernement. C'est une unité spéciale qui s'appelle le groupe Alpha, qui est une force spéciale ukrainienne formatée sur le modèle des forces spéciales russes, d'ailleurs, du FSB, qui est extrêmement bien entraînée, à laquelle, d'ailleurs, on n'a rien à apprendre. Lorsqu'on a proposé conjointement, enfin, les Américains et les Français, les 24 et 25 février, de se mettre à la disposition de Zelensky pour le protéger, Zelensky a clairement répondu que, de toute manière, il n'avait pas besoin de taxi pour l'exfiltrer, mais de munitions. Et effectivement, il a à sa disposition pour le protéger, pour protéger les autres membres du gouvernement, les membres du gouvernement ukrainien, la meilleure des unités pour la protection rapprochée. Peu de monde autour de cette table. Vous voyez ces photos quand même. Là aussi, c'est important. Ils sont 5 autour de la table. Peut-être que derrière, ce sont des traducteurs, mais tous parlent couramment anglais. C'est pratique, ça favorise les discussions, les négociations. On peut tout se dire dans ces moments-là. Vous avez une photo qui représente aussi clairement l'Union européenne autour. Vous avez le ministre des Affaires étrangères également. Néanmoins, sur ce que vous voyez, peut-être pour revenir sur les points de communication, vous avez évidemment des questions de sécurité qui paraissent relativement évidentes, même si la ville essaye de vivre normalement et commence à en étonner. Vous avez des gens qui vivent là mais qui ont conscience du conflit, et vous avez un pays qui maintenant est face à une offensive militaire massive mais qui est en guerre depuis 8 ans, donc qui vit au quotidien avec. Donc il est bien évident que vous n'allez pas arrêter complètement de vivre pendant 8 ans. Ça ne veut pas dire que vous ne craignez pas, ça ne veut pas dire beaucoup de choses. Par ailleurs, il y a quand même des demandes qui sont très fortes qui ont été faites par le gouvernement ukrainien à l'attention des journalistes, quels qu'ils soient, y compris ukrainiens, quant à la diffusion des images en direct, de ne pas le faire, de différer de manière systémique en fonction de la nature des images de plusieurs heures, de 3 à 12 heures, de ne pas faire de screen en direct, et quand bien même sur les photos qui étaient prises, on en a parlé tout à l'heure, mais notamment sur des bâtiments qui avaient été ciblés par des bombardements, quand le bâtiment n'était pas complètement détruit, de ne pas prendre la totalité, simplement pour éviter un tir de répétition du côté russe qui viserait à arrêter complètement ce tir. Donc le fait de demander aussi d'avoir un différé, y compris aux médias étrangers, même pour un moment particulier, c'est aussi une façon de dire que la règle que l'on s'impose à soi, on l'impose aussi à tout le monde. Là encore, il y a des raisons de sécurité simples et évidentes. Qui va être là, qui pourra être reconnu, qui pourrait être en déplacement. Donc, là, vous avez raison, il y a aujourd'hui. Et aujourd'hui, on imagine mal les Russes frapper Kiev. Bien évidemment, quoique Vladimir Poutine a quand même envoyé quelques missiles alors qu'il y avait le secrétaire général de l'ONU. Et la veille, il s'était parlé. Donc, en termes d'amitié, il y a mieux. Mais là où vous avez raison, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, mais tous les éléments que pourraient capter les Russes peuvent servir demain, après-demain, une fois que les chefs d'État et de délégation ne seront plus là. Bien sûr. Vous allez... alors, au-delà de ça et au-delà de l'événement dont on parle aujourd'hui, quand vous allez diffuser des images quelles qu'elles soient, vous avez une capacité, finalement,
de donner, bien malgré vous parfois, des éléments qui peuvent être réutilisés en termes de localisation, en termes d'identification de personnes, voire en termes de définition de cercles familial, relationnel, proche, de personnes qui sont autour, sur lesquelles vous pourrez à terme faire pression. Donc il y a un véritable enjeu quant aux images, et on peut bien évidemment comprendre qu'il y ait une certaine attente, voire une certaine avidité d'avoir des images en immédiateté, mais on ne peut pas non plus, sous couvert que des villes reprennent un format relativement normal et que les chiens se promènent dans la rue, mettre à risque non seulement des vies humaines et des processus diplomatiques. Quelle est la réaction des Russes à cette délégation en force de l'Union européenne? Vous allez voir, c'est une réaction qui nous vient de l'ancien président russe, Dimitri Medvedev. Réaction assez méprisante. Regardez ce qu'il écrit: les amateurs européens de grenouilles, c'est nous. Des saucisses de foie, ce sont les Allemands, et de spaghettis. Les Italiens, évidemment, adorent visiter Kiev. Cela ne rapprochera pas l'Ukraine de la paix. L'horloge tourne. Nadejda Koutepova, que dire de cette réaction? Ce message, il toujours fait honte pour tous les Russes, je dirais la Russie ordinaire, parce que maintenant la Russie grande, c'est symbole de la Russie folle. C'est un langage argot d'une province très profonde, sans éducation, sans rien. Ça veut dire que je ne sais pas à qui elle adresse ce message. Je pense qu'à des gens, des partisans de Poutine, mais ça, c'est ses électeurs. Mais pour moi, ça fait honte. Mais de la même façon, le Kremlin dit les livraisons d'armes occidentales sont futiles. C'est comme ça que ça a été traduit, notamment à l'AFP. Mais c'est encore tout ça, c'est pour dire ça ne nous perturbe absolument pas, n'est-ce pas? Pas du tout. Ce message est adressé à des partisans de Poutine. Ça veut dire pour juste les assurer que tout va bien, on contrôle tout. Mais s'il se répète, ça veut dire que ça influence. Alors c'est intéressant quand même, vous avez raison de le souligner, c'est que Dimitri Medvedev n'en est pas à son coup d'essai. Ça fait plusieurs jours qu'il attaque très durement, et on a vraiment le sentiment, je ne sais pas comment ils le prendront, mais qu'autour de Vladimir Poutine, il y a une aile dure, si tant est que Vladimir Poutine soit un modéré, et que Medvedev en est un peu la figure de proue. Qu'est-ce qui se passe au Kremlin aujourd'hui? Écoutez, Et est-ce que ce qui se passe en direct et que nous vivons en direct en Ukraine peut encore durcir le ton et les ultras? Moi, je vois deux tendances. Tout d'abord, en répondant de ce tweet de Medvedev, en utilisant son langage, je dirais un amateur de vodka. Ça veut dire que c'est un peu la même chose. Ça a le mérite d'être dit. Tout d'abord, je me souviens bien l'époque où Medvedev était président et je travaillais à ce moment en tant que juriste, et vous savez qu'on a espéré beaucoup à lui parce qu'il s'est montré comme une politicienne européenne qui a terminé, qui a fait des études juridiques, qui vient de Saint-Pétersbourg. C'était absolument personne qui ne rassemblait pas même Poutine. On espérait beaucoup avec lui. Et maintenant, j'ai deux impressions qui sont contradictoires. Une impression que c'est pas Medvedev qui fait ce Twitter, parce que même je n'ai pas supposé qu'il connaît ce type de langage, parce qu'on ne parle pas dans la vie entre des gens éduqués par ce langage. Et deuxième chose, peut-être c'est une stratégie. C'est une stratégie où tu donnes le parole à quelqu'un qui est vraiment agressif, qui dit n'importe quoi, et après tu dis, mais écoutez, vous voyez avec qui je dois travailler. Moi, je suis plus intelligent, vous pouvez parler directement avec moi et je vais les collumer. Il y a les agressifs d'un côté, puis il y a peut-être quelqu'un qui un jour arrivera sur la table, à la table des négociations à Vladimir Poutine. Oui, ça c'est bien sûr une hypothèse très réaliste. Ce qui est certain, c'est que, à mon sens, Dimitri Medvedev reste très proche de Vladimir Poutine, puisque quand il a quitté son poste de Premier ministre, un poste spécial lui a été créé dans le domaine de la sécurité nationale. Donc on peut penser peut-être aussi que Vladimir Medvedev communique et dit des choses, certes outrancières, mais à la place de son patron, Vladimir Poutine. Donc vous voyez que jusqu'à présent, me semble-t-il, Vladimir Poutine ne s'est pas exprimé sur ce déplacement tout à fait considérable. Donc ce sont des proches. Il ne s'abaisse pas, c'est ça que vous voulez dire? Oui, mais il serait très ennuyé. Que voulez-vous qu'il dise? Et c'est pour ça que l'outrance qui est utilisée par ses proches permet de communiquer tout en tentant de minimiser, ce qui est quand même un événement très important.
Et aussi, je vois dans ce mot, c'est un essai à humilier les pays qui participent dans ces négociations. Comme j'avais déjà dit, que la France a le rôle spécial dans la mentalité russe. Par exemple, les Russes facilement ne croient pas aux Américains ou aux Angleterre, mais pour le Français. Et maintenant, ils doivent expliquer quelque chose. Et ils ont décidé à commencer de les humilier. Parce que vous savez que quand en Russie, on veut dire quelque chose à propos de Français qui n'est pas très bien, on dit que amateur de grenouilles. En Angleterre ne mangez pas. Oui, c'est ça, les Anglais disent qu'on mange Medvedev est très mal renseigné puisque nous subissons une période de sécheresse terrible et on a de moins en moins de grenouilles dans les plans d'eau. Parce que car ce message est adressé à la province profonde russe, ils ne savent pas les tendances françaises, ils continuent à penser toujours dans le terme de Napoléon. Alors vous voyez sur cette photo la rencontre qui se déroule actuellement entre Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, le chancelier allemand. Il y a également Mario Draghi et le président roumain qui est présent. Mario Draghi, Premier ministre italien. Ils sont en train de discuter. Ils ont beaucoup de choses sur lesquelles ils doivent échanger. Cette visite était extrêmement attendue. Les faits du jour, pour vous les remettre en tête, avec Céla Bougriou. Au milieu des ruines, des bâtiments éventrés par les bombardements, les visages sont graves. On a commencé par les travaux basiques, les débris, les ponts, les provisions d'eau. L'image est historique. Côte à côte, le président français, le chancelier allemand et le Premier ministre italien découvrent la ville d'Irpin, détruite à près de 80%. Le gouverneur de la ville témoigne. C'est ici à Irpin que c'est le plus dévasté. Mais notre nation est plus unie que jamais. Je crois tous vu ces images d'une ville dévastée, qui est à la fois une ville héroïque, puisque c'est ici que entre autres, que les Ukrainiens ont arrêté l'armée russe qui descendait sur Kiev. Aujourd'hui, il faut que l'Ukraine puisse résister et l'emporter. Les Ukrainiens attendaient cette visite depuis des semaines. Mais ce voyage a été tenu secret jusqu'à la dernière minute. Sous très haute sécurité, Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi sont arrivés à Kiev ce matin après 11 heures de train depuis la frontière polonaise. Et à bord, cette image qui a fait le tour du monde, celle des dirigeants de 3 des pays fondateurs de l'Union européenne en route pour un pays en guerre sur leur continent. On va retrouver l'une de nos équipes sur le terrain à Kiev. Bonjour Anne Zeften, merci d'être avec nous. Vous suivez au plus près ces déplacements. Il y a Emmanuel Macron aujourd'hui dans un bureau discutant avec le président Zelensky. Peu de choses filtrent sur cette rencontre. Est-ce que sur place, vous avez des éléments sur ce qui se déroule en ce moment même derrière les murs du palais ? Alors, peu de choses filtrent, hein. On vous l'a dit. Juste avant de vous répondre, je voulais juste vous préciser que ces chars ont été amenés. Là, on est devant un char de la 31e brigade aéroportée. Ces chars ont été amenés comme des vestiges, hein. En fait, c'est les Ukrainiens qui les mettent là. C'est des sortes de musées à ciel ouvert. Il y en a un aussi vers le square Saint-Michel. Emmanuel Macron donc discute en ce moment avec Volodymyr Zelensky, avec Olaf Scholz, avec Mario Draghi et avec Klaus Iohannis, justement le président roumain. Et on nous dit que des sujets tels que le renforcement militaire devraient être abordés. Catherine Colonna, quand elle était venue, elle nous l'avait dit, hein. Vous aurez bientôt d'autres annonces concernant ce renforcement militaire français mais aussi européen. Il devrait être question également du statut officiel de l'Ukraine comme candidat à l'Union européenne, puisque la Commission européenne va rendre un avis en ce sens. Et puis il devrait être question bien évidemment du déblocage du port d'Odessa, puisque Emmanuel Macron a proposé son aide. Emmanuel Macron qui s'est rendu dans un premier temps à Irpin. Paul vous l'a dit, hein, c'est à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Kiev. Irpin, où justement a été le théâtre de violents affrontements, où la ville elle est détruite à plus de 50%, c'est son maire qui le dit. Et il a eu ces mots forts en réponse à cette phrase que tout le monde lui pose ici. Les Ukrainiens ont été très choqués de cette phrase quand il a dit le 3 juin, il ne faut pas humilier la Russie. Les journalistes ukrainiens lui ont demandé des explications quant à ces phrases, une clarification, et il a déclaré que la France se tenait aux côtés des Ukrainiens, et cela sans aucune ambiguïté. Cette conférence, elle va durer encore, Christophe, une demi-heure. Et puis ensuite, il y aura une conférence de presse commune d'Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Mario Draghi et Klaus Iohannis, le président roumain. Merci beaucoup, et notamment à Claire Cambier et Anne Stéphane qui vous accompagnent. Et puis, vous nous faites vivre